Je suis content qu'elle ait réussi à sauver le Parti travailliste, semble-t-il, à 1 mètre de l'abîme, parce qu'on a besoin du Parti travailliste dans ce pays, mais je pense qu'elle fait une erreur politique très grave, que si Meretz ne passe pas, eh bien, ce sont à peu près 4 mandats qui seront perdus, et un triomphe, bien entendu, pour Benjamin Netanyahu. Et nous sommes sans transition en ligne avec Yosh Amishav. Yosh, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel, bonjour à tous vous-même, à toutes nos auditrices, nos auditeurs, tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous avez été diplomate, en poste en France en particulier, diplomate et également un des hauts fonctionnaires du Keren HaYesod. Et avec vous, je voudrais que nous parlions un peu de la situation de la gauche israélienne dans les sondages. On est à un peu moins d'un mois et demi des élections. Et on peut dire que quelque part, si d'une certaine manière le Parti travailliste se renforce, eh bien, il y a une certaine inquiétude du côté du Parti Meretz qui, dans certains sondages, passe en deçà du seuil d'éligibilité. C'est une situation périlleuse, à votre avis? Écoutez, je vais vous dire, quelques mois avant sa mort en 2015, Yossi Sarid a écrit un article que j'ai gardé. Il expliquait en quoi l'électeur du Meretz avant chaque élection devient un stratège, un super stratège. C'est-à-dire que au lieu tout simplement de récompenser le parti qui pendant 4 ans a incarné ses valeurs sans compromis, a fait un travail, a été le plus assidu selon toutes les statistiques qu'on peut vérifier aux séances de la Knesset, a fait passer des lois sociales extrêmement importantes, comme la loi par exemple sur les logements publics, beaucoup de choses dans le domaine de l'éducation. Enfin donc au lieu de primer les gens pour qui il avait voté et qui ont maintenu leurs promesses et qui ont fait ce qu'ils ont pu en tant que petit groupe parlementaire bien au-delà de leur représentation, eh bien il commence à développer des réflexions stratégiques. Il faut voter utile, Meretz c'est trop petit, on va voter plus grand, et il tombe chaque fois dans le même piège, c'est-à-dire une fois c'est Kadima, une fois, la dernière fois c'était Carole Lavan de Benny Gantz, dont on sait dans quelle déchéance ce parti est tombé aujourd'hui. Et l'électeur de Meretz n'apprend pas la leçon parce que il a une réflexion personnelle. Vous savez, dans des partis comme Meretz, à gauche en général, il n'y a pas de culte du chef. Il n'y a pas d'admor qui va dire qu'il faut voter pour telle ou telle liste. Il n'y a pas de culte du chef comme au Likoud. Il y a une réflexion personnelle, et cette réflexion personnelle, déplorait Sarid, va souvent un peu loin, c'est-à-dire que, encore une fois, au lieu de faire la chose simple, de voir le travail qui a été accompli par les gens pour qui vous avez voté, qui ont répondu à vos attentes, au lieu de les primer et de convaincre autour de vous de voter pour eux, bonne partie des électeurs du Meretz a voté ailleurs. Alors, lorsque vous dites ailleurs, on ne peut pas s'empêcher de penser, et c'est le chemin inverse effectué par Yossi Sarid, puisque lui était au Parti travailliste, il est passé à Meretz. Là, on a le sentiment quelque part qu'une partie de l'électorat de Meretz est assez séduit par la liste du Parti travailliste, qu'il faut bien l'avouer entre nous, Yosh, ressemble, on va dire de près ou de loin, assez à une liste du Parti Meretz, puisque les membres... Mais bien sûr, Daniel, bien sûr, ce sont des partis jumeaux aujourd'hui, vous ne pouvez pas... Merav Michaeli, c'est la gauche du Parti travailliste. Mais bien sûr, moi, je pense que Madame Michaeli, moi, j'ai beaucoup je dois dire, non seulement de sympathie, mais pas d'admiration, mais je veux dire, j'apprécie beaucoup son courage et le travail qu'elle a fait. Je suis d'accord avec 95% de ses positions, mais elle a décidé d'adopter une autre tactique. Elle a décidé de ne pas être trop marquée à gauche, en tout cas dans sa campagne électorale, de faire une campagne tournée plus vers le centre, et elle s'imagine pouvoir aller chasser sur les terres peut-être de Yair Lapid, et même d'essayer de prendre des voix aux derniers débris qui flottent encore de cette tragédie politique qui s'appelle le bleu-blanc. Je pense qu'elle fait une erreur parce que si aujourd'hui quelqu'un est encore décidé à voter pour Benny Gantz après tout ce qui s'est passé depuis la création de ce parti, il ne changera plus d'avis. Quant à Lapid, il a le vent en poupe et le profil de son parti n'est pas
de l'électeur de son parti n'est pas certainement pas sur la ligne des positions de Merav Michaeli, mais je pense je suis content qu'elle ait réussi à sauver le Parti travailliste, semble-t-il, à 1 mètre de l'abîme, parce qu'on a besoin du Parti travailliste dans ce pays, mais je pense qu'elle fait une erreur politique très grave qui risque effectivement de faire perdre à la gauche israélienne un nombre de voix important, puisque si Meretz ne passe pas, eh bien, ce sont à peu près 4 mandats qui seront perdus et un triomphe, bien entendu, pour Benjamin Netanyahu. Est-ce que finalement, ce n'est pas la preuve on va dire, de la défection qui existe face au parti, on va dire, idéologique de la gauche israélienne, le parti travailliste, plus historique, le parti Meretz, plus laïque mais plus engagé aussi? Daniel, c'est parce que, vous savez, c'est fatigant toutes ces histoires de démocratie, de droits de l'homme, de respect des minorités. Si vous avez, on est tellement bien comme ça à voguer tous ensemble, et vous avez toujours ces troubles faits là à gauche, des gens comme Meretz qui viennent vous rappeler que quand même il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'il y a des minorités à respecter, que la paix n'est pas un mot grossier et que même si aujourd'hui on voit rien du tout à l'horizon, on peut absolument pas perdre l'espoir de remettre en marche un processus quelconque, que le racisme c'est quelque chose qu'aucun juif ne peut ni exprimer ni tolérer. C'est fatigant tout ça. Donc à un moment on se tourne vers un modèle de pouvoir plus autoritaire. Vous savez, c'est pas par hasard que Donald Trump dans tous les pays du monde, vous savez, on a fait des sondages en vue des élections présidentielles américaines. Le seul pays occidental, le seul pays du monde libre et occidental où Donald Trump aurait été réélu, mais dans un fauteuil, c'est ici en Israël. Je pense que ça veut dire beaucoup de choses. Alors évidemment, encore une fois... Ça veut dire tout simplement qu'il a mené une politique favorable à Israël. Hein, tout non, mais ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. Il a légitimé le racisme, il a légitimé la discrimination, il a flatté les courants les plus nationalistes. Et c'est un peu ce que Benjamin Netanyahu a fait ici maintenant en s'alliant avec les kahanistes. Daniel, vous savez, vous vous rappelez du Likoud des années 80 ? Oui. Lorsque le rabbin Kahan s'est présenté et même a été élu, les députés du Likoud quittaient la salle de la plénière à la Knesset chaque fois que le rabbin Kahan montait à la tribune. Shamir, Begin, Moshe Arens, tout ce qui a fait le grand Likoud libéral, on va dire classique, ne voulaient pas en entendre parler. Aujourd'hui, Benjamin Netanyahu embrasse littéralement les descendants idéologiques, et même les élèves directs du rabbin Kahan, qui passeront probablement cette fois-ci. Et moi, je me dis, Daniel, je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais je me dis, il m'arrive de me dire, au fond, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi le vrai visage d'Israël en 2021 n'apparaît-il pas finalement quand même au grand jour ? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une Knesset sans Meretz, c'est encore une fois ce petit parti qui se bat pour les droits de l'homme et pour le respect de la personne humaine, quelle qu'elle soit. Donc une Knesset sans Meretz, une Knesset avec Kahana, parce que c'est le vrai... Mais en général, Yosh, c'est le vrai visage d'Israël en 2021. En général, lorsque l'on va vers un échec, hein, il est peut-être bon de se livrer à une forme d'examen de conscience. Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ça ne marche pas ? Il y a bien certaines explications. Mais j'ai essayé de vous le donner. Ça s'appelle l'esprit du temps. C'est l'esprit du temps, vous voyez bien. C'est l'esprit du temps qui balaye toute idéologie, toute forme de valeur. Non, qui met en avant d'autres idéologies. Des idéologies qui ont fait gagner en 2016 Trump, qui ont fait gagner Bolsonaro au Brésil, Viktor Orban en Angleterre, Salvini en Italie. Vous savez, c'est une droite qui n'a plus rien à voir avec la droite libérale classique. C'est une droite qui laisse Marine Le Pen, mais loin sur sa gauche. Marine Le Pen aujourd'hui, Daniel, si elle siège à la Knesset, elle laisse à sa droite au moins un tiers des députés. Marine Le Pen aujourd'hui, avec ses idées que nous combattons tellement violemment en France, d'accord, avec tellement de décisions que nous voulons faire battre à chaque fois, mais aujourd'hui sur la scène politique israélienne, Daniel, elle laisse le Likoud à sa droite. Je vous parle plus de Kahana maintenant.
Parce que c'est comme ça, on est devenu... il y a quelque chose que je cherche quelqu'un qui puisse l'expliquer. On se parle souvent, il y a bien une raison à tout cela, il y a bien quelque chose qui a fait que le parti Meretz, qui était un parti incontournable dans les gouvernements de gauche, est aujourd'hui n'est plus que l'ombre de lui-même, ou que même le parti travailliste ne soit que l'ombre de lui-même aujourd'hui. C'est-à-dire il y a bien eu Oslo, il y a bien eu d'autres. Daniel, ne mettons pas tous les œufs dans le même panier. Oui. Le parti travailliste a fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Il s'est coupé il a rejoint les autres. Voilà. Il a fait une politique de droite en voulant se présenter à gauche. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a déserté complètement le Front des luttes sociales, par exemple. Vous savez, Ehud Barak est un homme avec beaucoup de qualités, mais c'est un multimillionnaire qui n'a pas la moindre idée de ce que ça veut dire aller à l'épicerie, acheter un pain et acheter du lait. C'est quelqu'un complètement coupé des réalités sociales d'Israël. Alors quand il a pris le contrôle du Parti travailliste et qu'il a mis au rencard toutes les questions économiques et sociales pour finir en plus par adhérer au gouvernement Netanyahou, qu'est-ce que vous voulez que les électeurs du Parti travailliste... Non, mais je donne par exemple un exemple, même au sein du Parti Meretz, il y a un des députés du Meretz qui est Yair Golan, qui était un chef d'état-major adjoint de l'armée israélienne, qui provoque lui-même un malaise auprès de l'électorat de Meretz ou des dirigeants de Meretz par ses positions extrêmement radicales, par son... Non, j'en suis pas convaincu. Yair Golan est un homme complexe, ça il faut dire, c'est vrai. Il a parfois des déclarations un peu, c'est un ancien militaire, donc ça parle un peu à l'emporte-pièce, mais il n'est pas arrivé à Meretz par hasard. Vous savez, si Yair Golan avait voulu faire en tant que d'ancien chef d'état-major adjoint, s'il avait voulu faire une belle carrière réellement importante, il ne serait pas allé se chercher un petit parti qui risque de ne pas passer le... Ah non, mais après avoir assimilé l'État d'Israël d'aujourd'hui à l'Allemagne nazie des années 30... Non, mais il n'a pas... Non, Daniel, non, c'est un raccourci. Il a mis en garde, mais moi je suis d'accord avec lui. Il a dit, je vois dans la société israélienne des processus qui peuvent rappeler l'Allemagne des années 30. C'est l'Allemagne des années 30, elle n'a encore tué personne. Elle a instauré un régime autoritaire. Elle a instauré un régime autoritaire. Je vois notre prochain intervenant, Shlomo Balzan, qui est historien de la Shoah, hocher en signe de rejet de ce que vous dites, mais enfin on lui parlera plus. Mais bien sûr. Mais moi, simplement, Daniel, je sais, vous savez, moi je suis fils de 2 survivants de la Shoah, donc le domaine ne m'est pas du tout étranger. Je pense simplement que il peut y avoir des craintes quand on voit la campagne menée par le pouvoir, par Netanyahou, contre les juges, contre la presse, contre le monde académique. Vous savez, on va laisser tomber l'Allemagne. Mais on peut parler de l'Italie des années 20 et de ce qui s'est passé là-bas petit à petit pour déboucher sur le désastre mussolinien. Le culte de la personnalité, par exemple. Alors, pour revenir à Yair Golan, vous savez, Daniel, il va falloir... On va devoir terminer. Voilà, je sais qu'il va falloir... J'avais commencé à vous demander, trouvez-moi quelqu'un qui puisse m'expliquer pourquoi les valeurs que défendent les communautés juives en diaspora, quand nous sommes une minorité là-bas, c'est-à-dire nos droits, l'égalité des citoyens, le respect des minorités, l'impossibilité par la loi d'émettre des propos racistes et antisémites, c'est un délit en France, vous allez en prison pour ça. Pourquoi ces mêmes valeurs ici, aujourd'hui, en Israël, elles sont considérées par le gouvernement, par le Likoud en tout cas, et par une grande partie de la droite laïque et religieuse en Israël, comme des valeurs à abattre, pas de chez nous, anti-juive. Il faut m'expliquer ça. Eh bien, on va rester sur cette interrogation. Merci beaucoup, Yosha Mishav, d'avoir été avec nous, de nous avoir fait partager vos sentiments en cette période préélectorale. Et bonne journée, à bientôt. Merci, Daniel, à bientôt. Radio Qualité.